Viareggio, près Pise, Italie, le 23 avril 1903. Votre lettre, Pascal, très cher monsieur, m'a donné beaucoup de joie, car elle disait, à votre propos, beaucoup de bonnes choses. Et la manière dont vous y parliez de ce grand art qui nous est cher, de Jacobson, montre que je ne m'étais pas trompé en conduisant votre vie et les nombreuses questions qu'elle vous pose au bord de cette profusion. Maintenant va s'ouvrir à vos yeux Nils Lynn, livre de splendeurs et d'abîmes. Plus souvent on le lit, il semble tout renfermer, depuis la plus légère flagrance de la vie jusqu'à la saveur pleine et riche de ses fruits les plus lourds. Rien qui n'y ait été compris, saisi, éprouvé, reconnu, enfin, dans la résonance tremblante du souvenir. Rien de ce qui est vécu n'y est jugé trop infime, et le plus petit des événements s'y déploie comme un destin. Et le destin lui-même est comme un vaste et merveilleux tissu où chaque fil, conduit par une main d'une infinie délicatesse, placé auprès d'un autre, est tenu et porté par 100 autres fils. Vous allez éprouver le bonheur de lire ce livre pour la première fois, et vous irez à travers les innombrables surprises qu'il réserve comme dans un rêve nouveau. Mais je puis vous dire que plus tard encore, on traverse ces livres avec un étonnement toujours neuf, qu'ils ne perdent rien de leur pouvoir merveilleux et n'abandonnent rien de la féerie dont ils submergent celui qui les lit pour la première fois. À les reprendre, on n'éprouve que toujours plus de volupté, toujours plus de gratitude, et l'on en devient d'une certaine façon que meilleur et plus simple dans le regard, plus profond dans la foi que l'on met en la vie, et dans la vie plus heureux et plus grand. Plus tard, il faudra que vous lisiez le merveilleux livre qui parle du destin et des désirs de Marie Grube, et les lettres, feuillets de journal et fragments de Jacobson, et enfin ces vers qui, quoique la traduction n'en soit que médiocre, vivent d'une vibration infinie. Je vous conseillerais d'acheter à l'occasion la belle édition des œuvres complètes de Jacobson qui contient tout cela. Elle a paru en 3 volumes et dans une bonne traduction chez Eugen Diederich à Leipzig, et de coûte, je crois, que 5 ou 6 marques le volume. Pour ce qui est de votre avis sur Ici devrait être des roses, cette œuvre incomparable dans sa finesse et dans sa forme, vous avez bien sûr à l'encontre de celui qui a fait l'introduction irréfutablement raison. Et laissez-moi tout de suite vous adresser cette prière. Lisez aussi peu que possible de choses qui relèvent de la critique esthétique. Ce sont ou bien des vues partisanes, pétrifiées et vidées de tout sens par leur endurcissement sans vie, ou bien ce sont d'habiles jeux de mots par la grâce desquels c'est aujourd'hui cette vue-là qui triomphe et demain la vue opposée. Les œuvres de l'art sont d'une solitude infinie, et rien ne permet moins de les atteindre que la critique. Seul l'amour parvient à les saisir, à les soutenir et peut leur rendre justice. Donnez toujours raison à vous-même et à votre sentiment contre toutes sortes de semblables discussions, commentaires ou introductions. S'il s'avérait que vous aviez tout de même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduirait lentement, avec le temps, à d'autres perceptions. Laissez à vos jugements, sans la perturber, la calme évolution qui leur est propre et qui, comme tout progrès, doit venir des profondeurs intérieures et n'être pressé ni accéléré par rien. Tout n'est que porter à terme, puis mettre au monde. Laissez chaque impression et chaque germe de sentiment parvenir à maturité au fond de soi, dans l'obscurité, dans l'indicible, l'inconscient, l'inaccessible à l'entendement, et attendre avec une profonde humilité, une profonde patience, l'heure de l'accouchement d'une nouvelle clarté. Vivre dans l'art, c'est cela, et cela seul, pour comprendre aussi bien que pour créer. Là, il n'y a point de mesure temporelle. Une année ne compte pas et 10 ans ne sont rien. Être artiste signifie ne point calculer ni compter. Mûrir comme l'arbre qui ne fait pas monter sa sève plus vite qu'elle ne va et se dresse avec confiance au milieu des tempêtes du printemps sans avoir peur que ne vienne aucun été. Il viendra. Mais il ne viendra que pour ceux qui sont patients, qui sont là comme s'ils avaient l'éternité devant eux, dans l'insouciance de son calme et de son immensité. Je l'apprends tous les jours.
Je la prends dans la douleur à qui j'en ai la gratitude. La patience est tout. Richard Hemmel, impression que me font ces livres, comme soit dit en passant l'homme lui-même que je connais un tout petit peu, c'est que lorsque j'ai trouvé l'une de ces belles pages, je redoute toujours la suivante, qui peut tout détruire et retourner en quelque chose d'indigne ce que l'on pouvait aimer. Votre formule « vivre et écrire en rut » le caractérise fort bien. Et il est vrai que l'expérience artistique est si incroyablement proche de l'expérience sexuelle, de sa douleur et de sa jouissance, que ces deux phénomènes ne sont en fait que deux formes différentes d'un seul et même désir, et d'une seule et même félicité. Et si, au lieu de rut, on avait le droit de dire sexe, sexe dans toute la grandeur, l'ampleur, la pureté du mot, loin des suspicions que fait peser sur lui l'erreur des églises, l'art de Hemmel serait très grand et d'une importance infinie. Sa force poétique est grande. Elle est puissante comme un instinct primitif. Elle porte en elle des rythmes propres qui ne reculent devant rien, et elle jaillit de lui comme un torrent des montagnes. Mais il semble que cette force ne soit pas toujours tout à fait sincère ni sans pause. Mais c'est là aussi l'une des plus difficiles épreuves qu'est à subir celui qui crée. Il lui faut toujours rester cet inconscient qui n'a pas la moindre idée de ses meilleures vertus, s'il ne peut pas les priver de leur candeur et de leur virginité. Et puis, lorsque cette force, après avoir grondé à travers tout son être, parvient aux choses du sexe, elle ne trouve pas un homme aussi pur qu'elle en aurait besoin. Il n'y a point là un monde sexuel tout à fait mûr ni pur, mais un monde qui, pour n'être pas assez humain, n'est que viril, qui n'est que rut, ivresse sans repos, et sur lequel pèsent tous les vieux préjugés, toutes les arrogances que le mal a fait peser sur l'amour en le défigurant. C'est parce qu'il n'aime qu'en mal et non en être humain qu'il y a dans son appréhension du sexe quelque chose d'étroit, d'apparemment sauvage, haineux, temporel, privé d'éternité, qui diminue son art et le rend ambigu et douteux. Cet art n'est pas sans tache, il porte la marque du temps et de la passion, et il n'en survivra et n'en restera que peu de choses. Mais il en va ainsi de la plus grande partie de l'art. On peut cependant tirer une joie profonde de ce qui est grand en lui, pourvu qu'on ne s'y perde pas en devenant sectateur de ce monde d'hémélien si infiniment angoissé, plein d'adultères et de confusions, bien éloigné des destinées réelles qui font plus souffrir que ces morosités inscrites dans le temps, mais offrent aussi plus d'occasions de grandeur et plus de courage pour aller vers l'éternité. S'agissant enfin de mes livres, ce serait de grand cœur que je vous enverrais tous ceux auxquels vous pourriez prendre tant soit peu de plaisir. Mais je suis très pauvre, et mes livres, sitôt qu'ils ont été publiés, ne m'appartiennent plus. Je suis dans l'incapacité de les acheter moi-même, et de les offrir comme j'aimerais si souvent le faire à ceux qui pourraient leur manifester de l'affection. Aussi, je note pour vous sur un billet les titres et les éditeurs de mes derniers livres parus, les plus récents. J'en ai sans doute publié en tout quelques 12 ou 13. Contraint que je suis de vous laisser le soin, très cher monsieur, d'en commander certains à l'occasion. J'aime à savoir mes livres entre vos mains. Adieu. Votre Rainer Maria Rilke.